Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle-Guémin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir Cédric Plessis. Cédric, tu es directeur scientifique chez WIPUP Labs et également chercheur et docteur en psychologie. Ça tombe bien. Notre sujet aujourd'hui, la santé mentale en entreprise. Un coup qui vous rendra fou. Enfin, si vous ne le gérez pas correctement. Alors, en 10 ans, les chiffres concernant la santé mentale ont largement évolué. Pas forcément en bien. En 2012, on remonte dans le temps, les dépenses de santé mentale étaient estimées à 109 milliards d'euros quand même. En 2023, ces coûts ont bondi à 163 milliards d'euros. On est passé de 109 milliards à 163 milliards d'euros, soit une hausse de 50%. Mi-2022, la santé mentale représentait 14% des dépenses de santé. Aujourd'hui, le coût moyen lié à la santé mentale serait d'environ 2 800 à 3 000 euros en moyenne par employé. Un coût lié aux problèmes de turnover, aux absences prolongées ou encore au manque de productivité que les entreprises supportent. Une situation qui ne cesse de se dégrader, malheureusement. En mars 2023, près de la moitié, c'est-à-dire 44% des travailleurs, indiquaient éprouver des difficultés psychologiques, tandis que 28% se trouvaient en état de burn-out. La santé mentale est devenue une attente majeure des collaborateurs. 91% d'entre eux considèrent que la culture d'entreprise doit soutenir leur santé mentale et 68% des millennials, les 30-45 ans, ont quitté leur emploi pour des raisons liées à leur santé mentale. Alors, notre philosophie chez Pumanise est de comprendre avant d'agir. Dans ce cas précis, comprendre les coûts pour ne pas perdre la raison. Cédric, quels sont ces coûts? Eh ben, ces coûts sont élevés, hein, comme tu l'as dit. Hein. On atteint des 26% de personnes qui peuvent ressentir, enfin, être en burn-out. C'est des personnes qui risquent de se désengager. Donc, le premier coût, ça va être l'absentéisme. Ça va être lié à l'absentéisme, ça va être lié à la baisse de productivité, tout ce qui est congé maladie, les frais médicaux, les programmes de prévention. On pourra en parler après, mais c'est un coût aussi énorme. Et tout ce qui est coût indirect, comme la situation des employés, mauvaise ambiance de travail, le turnover aussi. Donc on évalue à peu près à 14 000 euros par an et par employé le coût du mal-être en France. Selon le salaire, la norme que tu indiquais de 1 800 à 3 000 euros. Donc c'est super élevé. On ne peut pas atteindre zéro, parce que je veux dire, le travail, on doit travailler, donc on ne peut pas être non plus ultra heureux au travail et ne pas avoir de coût de mal-être. Donc il y a des coûts qui sont accessibles, mais il y a des coûts sur lesquels les entreprises peuvent travailler. Ce sont des coûts qui sont très élevés, et puis vu qu'on s'en rend de plus en plus compte, ce sont des coûts qui sont de plus en plus élevés aussi. Oui, et puis pour pouvoir, maîtriser ses coûts et éventuellement, les réduire si c'est possible, autant les analyser en amont, c'est sûr. Alors, Donc, c'est clair. pourquoi est-il essentiel de mesurer la santé mentale des employés? Alors la santé mentale, c'est pour voir quand ça va bien, mais c'est aussi pour voir quand ça va mal. Le travail, ça peut être un lieu aussi privilégié où on détecte les problèmes de santé mentale. Stress, anxiété, qui peut être lié au travail ou non, mais la plupart du temps, qui va pouvoir être lié au travail, car ça va avoir un effet directement sur la productivité. Donc de voir quels sont dans l'entreprise les facteurs de risque. Est-ce que c'est un poste qui n'est pas adapté? Est-ce que c'est le rôle qui n'est pas clair? Est-ce que c'est un manager toxique? On parle beaucoup des managers toxiques. Ou à l'inverse, hein, les aspects protecteurs aussi, hein, des managers bienveillants, des équipes qui tournent mieux que d'autres. Qu'est-ce qui a été mis en place dans ces équipes-là qui vont faire que ça fonctionne mieux dans d'autres?
Donc, ce qui permet aussi de mettre en place une prévention et de, comme tu le disais, de mettre en place cette culture de la santé mentale. Mmh. Alors comment ça se mesure la santé mentale, en fait? Bah, la santé mentale, tu as plusieurs éléments. Tu as tout ce qui est enquête et questionnaire, donc ça, qui va évaluer le niveau de stress, le niveau de motivation, d'épuisement, de satisfaction au travail, de burn-out. En psycho, on a une grosse boîte à outils d'enquête et de questionnaire. L'important, c'est que ces questionnaires doivent être validés scientifiquement. Donc, essayer de partir un peu de la culture MBTI pour arriver à une culture plus scientifique. Euh, La culture? MBTI, BTI? MBTI. MBTI, c'est Ouais, quoi MBTI? c'est Myers-Briggs Inventory, donc c'est ce qu'on entend ENFP, INFP. Ah, je suis Ah oui. ENFP, donc je peux agir comme ça. Donc ça, il faut un peu sortir de ça, parce que la science montre que ça, c'est pas vraiment valide scientifiquement. Donc c'est un peu une hot take aujourd'hui, mais il faut essayer d'avancer un peu à ce niveau-là. Il y a des facteurs aussi de mesure de la santé mentale, comme le taux d'absentéisme, le taux de turnover aussi, selon le contexte. Hein. On sait que dans Oui. les métiers qui attirent beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de turnover forcément. Hein. Les étudiants travaillent pour leurs études. Des indicateurs de performance précis et l'efficacité des programmes de bien-être aussi. Dans tous les cas, il faut qu'on ait une approche un peu globale, un peu holistique, qui est assez complexe finalement, et qui est dépendante de l'organisation aussi et de la culture d'entreprise, du domaine d'activité également. On sait qu'il y a des domaines d'activité qui sont plus tendus que d'autres. Je prends l'exemple de la santé à l'hôpital, par exemple. On sait que c'est des sujets qui sont extrêmement tendus, avec des postes qui ne sont pas forcément renouvelés, un gros turnover. Donc là, forcément, la mesure de la santé mentale doit être encore plus précise. Ouais, ouais. Absolument, quand les enjeux sont, ça dépend des enjeux aussi, des postes et des enjeux, comme tu le dis, à l'hôpital, ben, enfin, les employés gèrent la vie, en fait. Enfin, la conséquence peut être terrible. Ils n'ont pas le Donc, choix. c'est vrai. Ils n'ont pas le choix en plus la plupart du temps. C'est Ouais. Mais quels sont les avantages finalement de ces mesures? Mmh. Alors la mesure de la santé mentale, aussi précise soit-elle, elle permettra d'avoir des programmes d'accompagnement précis. C'est-à-dire, on a une approche qui est multifactorielle, mais on a forcément certains facteurs qui vont prendre le pas sur d'autres. Est-ce que c'est par exemple une mauvaise ambiance de travail qui pourrit la santé mentale de tout le monde? Auquel cas, il faudra peut-être voir la stratégie d'équipe, faire du team building. Ça, après, les solutions dépendent aussi de l'entreprise, de ce qu'elle veut mettre en place. Mais néanmoins, il faut avoir une mesure précise de la santé mentale, c'est aussi avoir des programmes d'accompagnement précis. L'idée, c'est aussi d'avoir un environnement de travail plus sain, où les collaborateurs s'y retrouvent, ils ont dans une culture d'entreprise bienveillante, et tout simplement, ils ont un meilleur bien-être et donc une meilleure performance. Dans des facteurs, je vais dire, comment dire, structurels, il y a une réduction de l'absentéisme, il y a une amélioration de la motivation, de la productivité de façon générale. On favorise l'engagement et on favorise ce qu'on va appeler la rétention des collaborateurs, donc le fait qu'ils ne partent pas vers d'autres auspices. Et alors, c'est un petit peu redondant, mais je voudrais vraiment que l'on comprenne bien, en fait, les conséquences, enfin, les liens entre tout ce dont on est en train de parler. Ma question, c'est comment la mesure de la santé mentale, finalement, on mesure, donc on a des chiffres, ok, d'accord, on met des programmes en place, mais comment cette mesure peut contribuer au final à améliorer le bien-être général des employés? Bien sûr, il y a les programmes, mais comment on s'assure de l'effet positif sur les employés? D'où l'importance de l'évaluation. C'est un peu comme si on prend, je sais pas, des maladies plus connues, est-ce qu'on a le rhume ou la grippe? On va avoir des diagnostics différentiels en fonction des courbatures de la fièvre. Bah là, c'est pareil. Est-ce qu'on a un problème de santé mentale lié à l'équipe ou à l'individu? Dans quel cas le programme sera totalement différent. Donc, l'effet du programme sur le bien-être, pour les employés, ça va être déjà de mieux se connaître, tout simplement, d'avoir des ressources pour aller mieux dans l'entreprise, de savoir que la personne peut contacter telle ou telle personne, tel ou tel service, pour aller mieux en cas de coup de mou. Est-ce que c'est le psychologue du travail? Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est une RH qui est formée aux problèmes de santé mentale? Et donc, d'abord, ces programmes de prévention, c'est aussi de tenir au courant, de former, de sensibiliser, d'éduquer les collaborateurs, managers, RH, directeurs, enfin tous les postes possibles aux problèmes de santé mentale. Tu parles, tu as plusieurs fois évoqué le psychologue du travail, mais pour les TPE, les PME, Mm. et les dirigeants, parce que finalement, une grande entreprise peut avoir en interne un psychologue du travail, voire une équipe infirmière, et cetera, dans les grosses entreprises, voire dans des belles ETI. Mais dans une TPE, dans une PME, où les dirigeants des Mm. entreprises sont aussi susceptibles d'avoir ce problème de santé mentale. Et ce psychologue, ces personnels de santé, est-ce qu'on peut les trouver de manière simple? Alors, médecine du travail ou je ne sais Mm. quoi. Enfin,
Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à où est-ce que je vais si j'ai besoin d'aide, mais que je peux pas m'adresser à l'intérieur de mon entreprise? Bah, la médecine du travail, c'est un très bon exemple. Ça, en principe, chaque service, je pense, a une médecine du travail quasiment, ou a accès à une médecine du travail de façon externalisée. On a les CSE aussi qui ont été créés en 2015, qui peuvent être aussi des interlocuteurs privilégiés pour accueillir la parole, pas forcément directement, mais au moins pour orienter vers d'autres parties. D'accord, les CSE aussi? Mm. D'accord, oui, ils ont aussi la fonction, d'accord. Mm. Alors comment les données aussi sur la santé mentale peuvent être utilisées pour orienter les décisions et les investissements de l'entreprise en matière de bien-être des employés? Et est-ce que ces données ne sont pas, complètement enfin, ou ne doivent pas être complètement, hermétiques pour pas enfin, par rapport à la confidentialité, en fait, hein? Ah, c'est vrai que c'est très compliqué pour assurer la confidentialité des résultats. On doit s'assurer l'anonymat finalement. Et on ne peut pas pointer une personne en disant c'est cette personne qui a des problèmes de santé mentale. Et donc c'est surtout c'est sur elle que va reposer tous les problèmes de santé mentale de l'entreprise. Les programmes doivent être généraux aussi, s'adresser à tous. L'idée c'est d'avoir aussi une perception des différents problèmes de santé mentale qu'on peut avoir, mais surtout déterminer les facteurs de risque et les causes sous-jacentes si elles sont liées à des problématiques organisationnelles. Il ne s'agit pas d'entrer dans la vie des gens et d'être un sauveur et de régler tous les problèmes des gens dans leur vie. Ça les regarde. Hein. C'est l'équilibre qu'il faut dire professionnel, on en parle, bah, ça marche aussi pour la santé mentale. Il faut respecter cet équilibre-là. L'idée, c'est plus on est précis, plus on allouera des ressources, là je parle des ressources financières, hein, et des investissements Oui. de façon plus ciblée. Si on prend des programmes de prévention globaux qui vont tout voir et tout faire, finalement, ça va être des coûts qui vont être élevés pour une efficacité qui ne sera pas forcément très importante, puisqu'on sera trop général. Si on est par exemple sur une problématique, je sais pas, liée au stress, gestion du stress, on voit qu'il y a une problématique de gestion du stress parce qu'on a fait un diagnostic externe avec une autre entreprise, je sais pas, qui a montré qu'il y a un problème de stress. Et bien, on va faire un programme centré sur la gestion du stress. Ça va coûter moins cher à l'entreprise et ça va être beaucoup plus efficace. En plus, on pourra l'évaluer assez facilement avec un avant-après par des questionnaires, par exemple. Donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de provision pour risque, hein, d'avoir cette somme d'argent pour faire face à d'éventuels problèmes de santé mentale. Hein. Je reprends le terme de l'assurance, ou de la Ouais. comptabilité plutôt. Donc d'avoir cette espèce de provision pour risque de la santé mentale. D'accord, donc vraiment, enquêter, mais c'est pas le bon mot, enquêter, mais c'est d'abord on comprend, d'abord on interroge, d'abord on récupère des informations pour traiter de manière, juste le les mots en fait de Exactement. MAUX. Ouais. Voilà, Donc d'accord. c'est pas la grande santé mentale dans son ensemble, c'est oui, c'est quoi la santé mentale? Il y a plusieurs éléments. Et là, il y Oui. a des problématiques organisationnelles, de problèmes de personnes individuelles, des problèmes de Mmh. travail d'équipe. Et ça prendre en compte aussi. Il peut y avoir des problèmes partout, malheureusement, mais il y a souvent un Oui. problème qui prend le dessus, des facteurs de risque qu'on n'a pas forcément évalués avant. Et c'est à partir de cette évaluation précise qu'on aura aussi une prévention à la fois primaire et plus secondaire de ces risques. Mmh. Alors, mesurer la santé mentale contribue à une culture d'entreprise plus inclusive et bienveillante, mais aussi à l'amélioration de la productivité et de la satisfaction au travail, hein, tu le dis depuis le début de notre échange. C'est par ailleurs bénéfique pour l'image de l'entreprise finalement, hein, et ses relations avec l'ensemble des parties prenantes externes. Quels conseils ou recommandations donnerais-tu à nos auditeurs, dirigeants RH, pour mesurer efficacement la santé mentale de leur personnel et en faire bon usage de ces mesures? Alors, déjà, l'utilisation de questionnaires, comme je le disais, scientifiques. Il y a beaucoup d'entreprises, hein, il n'y a pas que Web Labs, mais qui se spécialisent aussi dans des questionnaires scientifiquement validés qui permettent aussi d'avoir une approche exhaustive des problèmes de santé mentale. D'assurer l'anonymat de ces questionnaires, hein. Ça, je le dis encore, mais c'est super important. Si les personnes ne se sentent pas protégées à ce niveau-là, jamais elles se dévoileront. On est sur des mesures qu'on appelle auto-rapportées, donc sur des mesures qui apportent de l'intime. Il faut une campagne de prévention très claire sur les objectifs de pourquoi on fait cette campagne. On peut avoir donc de la formation qui permet des entretiens individuels aussi pour des. Je vous accompagnez, vous, sur ce message? Justement, Non, nous on le est, message au-dessus, le message que l'entreprise va envoyer, en fait, à ses collaborateurs? nous, on est plus au niveau du diagnostic, nous. D'accord, Diagnostic. d'accord, Et on sait d'accord, qu'on collabore avec d'autres personnes, avec des partenaires qui, eux, d'accord. ont des solutions efficaces adaptées selon le problème. Donc ça va être ça l'idée. Donc il y a l'idée aussi de former les RH managers pour détecter ces signes de santé mentale. En France, on commence à y arriver avec cette formation un peu, comment dire, pas forcément formelle, mais pour détecter ces signes de santé mentale, des petites questions, est-ce que ça va aujourd'hui, des petites choses comme ça, qui permettent aussi d'individualiser la demande, et d'individualiser aussi le rapport avec le collaborateur.
tout ce qui est communication ouverte, d'avoir une culture de communication ouverte, des feedbacks des deux sens. Feedback, on prend souvent des feedbacks négatifs, ah ça tu l'as pas bien fait, j'aurais pas fait comme ça, mais les feedbacks positifs, ça fait du bien. Et juste de dire qu'on a réussi, personne n'est parfait, hein. Ok, peut-être pas 100%, machin, mais au moins qu'on a réussi ce truc-là, bah, c'est bien. Et dans l'autre sens aussi, que le manager soit prêt à entendre aussi des feedbacks positifs, bah là, je sais pas, est-ce qu'on pourrait faire ça autrement, est-ce qu'on pourrait avoir cette culture aussi. Une analyse des données précises, donc comme je disais, sur la santé mentale pour comprendre et activer les bons leviers et de donner cette connaissance aux employés, cette espèce de banque de données. Le travail, ça doit être aussi un centre de ressources de prévention de la santé mentale, donc avec des numéros à appeler, des gens à contacter, où les personnes se sentent protégées en cas de problème. Eh bien, merci beaucoup, Cédric. Merci pour toutes ces informations. Merci pour notre échange, ton expertise. C'est génial. Merci à toi. Notre live se termine. Un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce moment autour des coûts de la santé mentale en entreprise. Nous avons bien noté vos questions. Nous vous y répondrons dans les prochaines heures ou prochains jours. Ne manquez pas notre rendez-vous Bibuzz tous les mardis sur LinkedIn à 10h30. Si vous ne pouvez pas y assister, n'oubliez pas, les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. En attendant, restez connectés. Retrouvez nos articles sur notre blog Plume & Biz. Vous pouvez également retrouver sur le site, sur le blog WIPUP Lab, énormément de contenu rédigé, donc contenu vidéo également. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Merci encore.